Olivier Py, cette année, a donné comme fil rouge au Festival d'Avignon une très belle expression, se souvenir de l'avenir. Et comme en écho, nous vous proposons donc cet après-midi un entretien entre Mylène Benoît et Delphine Orviller, intitulé « Matriarcat, car le passé éclaire l'avenir », que j'ai d'ailleurs failli intituler, en reprenant un mot de Xavier Mauduit dans le cours de l'histoire, « La femme et le silex fort ». Donc, Mylène Benoît, à ma droite, à votre gauche, est plasticienne. Elle a fait les Beaux-Arts à Londres, à Paris, puis au Frénois, au Studio National des Arts Contemporains. Elle est, dit-elle drôlement, chorégraphe par ricochet, car très vite elle implique le corps dans des recherches plurielles qui mêlent la danse, le chant, la matière sonore, la vibration lumineuse, des éléments textuels. Elle fonde en 2004 la compagnie Contour Progressif, qui compte une dizaine d'œuvres à son répertoire, dont la dernière est celle qui est présentée cette année au Cloître des Célestins, Arché, ou Arché pour les puristes qui veulent prononcer le grec à l'ancienne. À ma gauche et à votre droite, Delphine Orviller, qui est rabbin et écrivaine, ou rabbine et écrivain, c'est un lourd contentieux entre nous, je ne trancherai pas. Ordonnée rabbin au Hebrew Union College à New York en 2008, elle est depuis lors rabbin de la communauté J'aime Judaïsme en Mouvement à Paris. Elle est également directrice de la rédaction de la revue Ténois et anime les ateliers Ténois, moments d'études et de dialogue qui réunissent des centaines de personnes chaque mois. Elle est l'auteure de En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, Comment les rabbins font des enfants, sexe, transmission, identité dans le judaïsme, des 1001 façons d'être juif ou musulman avec Rachid Benzine, Réflexion sur la question antisémite, Le rabbin et le psychanalyste, et enfin le tout dernier, Vivre avec nos morts, la plupart de ses ouvrages chez Grasset. Quant au spectacle Arché, je laisserai à Mylène Benoît le soin de vous le présenter. Simplement, je dirais, en citant d'ailleurs Mylène Benoît, que c'est un spectacle qui met en question les égalités symboliques, politiques, sociales ou intimes entre femmes et hommes à partir des rituels initiatiques contemporains ou ancestraux. Et c'est la première question que je souhaiterais leur poser au fond à tous les deux. Avant d'évoquer le matriarcat, nous allons y venir évidemment, mais parlons d'Arché, parlons du spectacle qui est donné au Cloître des Célestins. J'ai envie de demander à Mylène de nous expliquer ce que fut la genèse de ce projet, et puis ensuite à Delphine, comment elle a reçu ce spectacle, la réception par le spectateur d'Arché. Bonjour, enchantée d'être ici. Merci pour l'invitation. Je suis enchantée de la rencontre. Alors, l'origine d'Arché, l'origine de la pièce, c'est vraiment une réflexion sur la puissance des femmes et sur leur effacement dans toute l'histoire de l'humanité, telle qu'elle nous est contée aujourd'hui. Et on peut dire aussi que l'ambition d'Arché, c'est on en parlait tout à l'heure, là, pendant le déjeuner, de performer des actes sur le plateau, des actes dont on pourrait dire peut-être qu'ils auraient une puissance magique et qui permettraient de modifier l'avenir de l'humanité. Soyons modestes. Voilà. Je peux continuer un petit peu pour dire que Arché, donc Arché et eux, se fait en effet référence à arché, le commencement. L'archéa, c'est aussi une bactérie qui est l'une des 3 premières formes de vie sur Terre. Et enfin, l'arché, et eux toujours, c'est la portée d'un arc. Et ces trois significations trouvent des formes dans la pièce. Et j'étais très intéressée de comprendre, alors avec de nombreuses lectures, à la fois sur les sociétés matrilinéaires, sur leur fondement dans notre humanité, puisque l'humanité a été beaucoup plus longtemps matrilinéaire qu'elle n'a été patriarcale, mais aussi en découvrant qu'au moment où on se parle aujourd'hui, il existe dans le monde de nombreuses micro-sociétés matrilinéaires sur de nombreux continents dont on ne parle pas, bien sûr, parce qu'elles sont effacées, comme beaucoup d'autres productions féminines. Et j'ai compris que matriarcat,
n'est pas l'inverse, ou ne serait pas l'opposé du patriarcat. Matriarcat, ça veut dire arché, le commencement. Donc matriarcat, ça veut dire mère depuis le début. Voilà. Et ensuite, vous dire peut-être que dans Archer, il y a 9 femmes au plateau, 2 musiciennes, 7 danseuses, chanteuses. Et que, enfin peut-être pour cette petite introduction, que ce qui m'a semblé, j'ai beaucoup lu pour construire cette pièce, qui est avant même d'être un spectacle, pour moi, c'est très particulier pour cette pièce-là, ce projet-là, c'est que c'est avant tout un projet politique et éthique. Et que l'ambition d'Archer, c'est de mettre en forme une éthique relationnelle. Voilà, ça trouve des formes différentes dans la pièce, à travers le chant, à travers les danses, à travers différentes situations de plateau. Et que le premier geste, en fait, ça a été la voix, puisque je me suis dit, au cours de mes lectures, j'ai lu des choses absolument terribles, comme le livre noir de la condition des femmes, qui est dirigé par Christine Ockrent, que j'ai lu l'été dernier, ou encore le mythe de la virilité d'Olivier Gazalet. Le mythe de la virilité, sous-titre « Un piège pour les 2 sexes », que je vous recommande fortement, qui est un livre très libérateur. Et à la lecture de ces textes qui donnent à comprendre encore le degré de discrimination dans le monde entier, évidemment, d'une partie de l'humanité sur l'autre, enfin du degré de violence et de soumission de la moitié de l'humanité sur l'autre, dans des effets de domination et de rapports de violence dont on pourra parler, que voilà, différentes mutilations, différents traitements sur le corps des femmes très directement m'ont donné envie, en premier lieu, non pas de danser, non pas de produire des gestes, mais de crier, chanter, parler, énoncer, prendre la parole. Voilà, donc on peut dire que dans Archer, le premier acte, c'est la prise de parole. Merci Mylène, elle vient pratiquement d'énumérer tous les thèmes sur lesquels on va parler tout au long de cet entretien. Très vite, je voudrais d'ailleurs revenir vers elle pour l'interroger sur cette notion de polysémie du terme Archer. Mais avant cela, peut-être, Delphine, comment est-ce que vous avez reçu ce spectacle? Vous avez donc découvert hier soir. Absolument. Bonjour à tous, ravie d'être ici et de retrouver Avignon. J'étais ravie, je reste très peu de temps, mais j'étais vraiment extrêmement touchée de pouvoir partager ce moment hier soir dans ce cloître. En voyant le spectacle hier soir, j'avais tout le temps en tête une blague juive, c'est une habitude, toujours. Moi, c'est mes vraies pensées, seules pensées profondes que j'ai souvent sont des blagues juives. Mais il y a une blague juive que je suis sûre qu'Abraham connaît, c'est l'histoire de Dieu qui discute avec Ève au jardin d'Éden. Et en fait, Dieu dit à Ève, tu sais quoi, Adam, il est très susceptible sur cette question. Alors, tu sais quoi, je crois que ça lui ferait plaisir. On va lui faire croire qu'il a été créé en premier. Je pense que c'est important pour lui. Et puis tu sais quoi, Ève, ça restera un petit secret entre nous, un secret entre femmes. Et en fait, j'avais l'impression de prendre part un peu à cette discussion hier soir, ce petit secret entre femmes dans ce couloir qui ressemblait un peu à une forme de jardin d'Éden avec le ciel étoilé, les arbres, les branches. Il n'y avait pas de serpent à ma connaissance, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose, bien évidemment, et tu t'en doutes, un sujet qui m'est extrêmement sensible, que cette question du féminin et de son éclipse à travers l'histoire. Bon, moi, j'évolue depuis quelques années maintenant dans un monde qui a été pendant très longtemps et qui continue d'être, dans une certaine mesure, un no woman's land. Un monde où les femmes sont les bienvenues à condition qu'elles restent à des places très particulières et certainement pas dans l'ordre du logos ou du chanté dont tu parlais, parce qu'il y a une forme de tentation dans le corps et la voix de la femme, et la voix et le savoir féminin constituent dans nos traditions religieuses ou traditions tout court des formes de subversion
dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des versions souterraines qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre et qui perturbent. Et puis, autre chose que j'ai pensé à... Peut-être on va parler dans un instant des jeux de mots, des doubles sens aussi, puisque tu nous y invites, Abraham. Mais il y a quelque chose auquel j'ai pensé hier, c'est que souvent la femme, dans les traditions religieuses, le féminin, est associé au péché. Vous savez, on en parlera souvent, c'est à la faute, au péché. Il se trouve qu'en hébreu, le mot péché se dit, petit cours d'hébreu, le mot péché se dit chet. Voilà, chet, c'est un mot qui revient beaucoup dans le texte biblique, chet. Sauf que les sages et les hébraïsants ne savent pas exactement le traduire, parce qu'il y a plein de façons de dire péché, mais chet est le mot principal pour parler de la faute et du péché. Or, quand on regarde où il apparaît dans le texte biblique, il apparaît en un endroit du texte où on ne s'attend pas du tout à le trouver là et qui suggère un autre sens, un double sens du mot chet. On dit, c'est incroyable, on dit que dans l'armée du roi David, il y avait des archers. Et que les archers, quand ils tiraient à l'arc, l'hébreu dit qu'ils ne faisaient jamais chet. C'est le mot qui est utilisé dans la Bible. Ils ne faisaient jamais chet. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que les archers du roi David ne péchaient jamais, ne commettaient jamais de faute. Mais ça nous renseigne sur le sens profond du mot faute. La faute, en hébreu, littéralement, c'est le fait de rater sa cible. En fait, vous êtes dans la faute quand vous n'êtes pas exactement là, dans le cœur de cible, où vous devriez être. Et je trouve intéressant que, en fait, la faute qu'on greffe tellement, on colle tellement au corps des femmes, est en hébreu et dans la Bible quelque chose à voir avec un archer. Bon, comme je suis très bien élevé, je ferai croire à Delphine que je ne connaissais pas sa blague. Je la raconte très bien. Je reviens donc vers Mylène à propos justement de la polysémie. Archer, forme de vie primitive, arché, commencement ou pouvoir, portée d'un arc, et même, mais là je triche parce que je le mets au masculin, j'ai découvert ça avant-hier soir au cloître des Célestins, c'est l'archet du violoncelle aussi, ET. Pourquoi est-ce que vous êtes... pas obnubilé, mais enfin extrêmement intéressé par cette polysémie du terme qui donne son titre à votre pièce. Alors moi, il me semble que archer veut dire commencement, mais pas pouvoir arquer. Puisque c'est, je crois, alors là, s'il y a des hellénistes parmi vous, démocratie, kratos, qui signifie le pouvoir. Et c'est intéressant de faire cette différence parce que donc le matriarcat n'est pas la domination par les femmes. Le patriarcat est devenu, pour des raisons culturelles, historiques, religieuses, scientifiques, métaphysiques, est devenu la domination des hommes sur les femmes. Mais c'est pour ça que je me permets de revenir là-dessus, parce que moi, d'avoir compris ça, ça m'a beaucoup éclairé. Et ensuite, sur les trois sens du mot archer, arché, c'est vraiment... J'entends quelqu'un que je connais, excusez-moi. C'est vraiment... ces trois sens-là sont présents dans la pièce et sont incarnés de manière différente par les femmes d'archers, c'est comme ça que j'appelle les interprètes sur le plateau. C'est-à-dire qu'elles y parlent, elles y échangent des savoirs. Donc, par exemple, elles parlent du début de la vie sur Terre et de la question de ce que Olivia Gazalet, dans le mythe de la virilité, appellerait le premier sexe. Alors, qui est le premier sexe ? Est-ce que c'est l'homme ou la femme ? Quel est le premier genre ? Et Olivia Gazalet nous rappelle que tout au début de la vie sur Terre, au moment des archées, justement, ces bactéries, tout au début, avec les premières formes de vie sur Terre, pendant sans doute des centaines de millions d'années, n'existait que le chromosome X. Et que le chromosome Y arrive bien plus tard, alors c'est une des blagues du spectacle, et que le Y est une dégénérescence du chromosome X. Voilà. On est désolé, il contient 40 fois moins d'informations et il est voué sans doute à disparaître. Parce qu'il est tellement dégénérescent que peu à peu il perd de l'information. Voilà, désolé.
Et donc c'est une des histoires que raconte l'une des interprètes dans la pièce, Célia Gondol, puisque le archer, c'est aussi un peu une assemblée de femmes qui s'assemblent pour partager des rituels. Alors on parlait de la première partie de la pièce que beaucoup de spectateurs décrivent comme une longue transe et qui pour nous part d'un échange de souffle, parce qu'on a travaillé sur le chant de gorge inuit, qui est un chant de gorge pratiqué depuis des générations et des générations, sans doute des centaines, je ne sais pas, d'années, uniquement par les femmes, et qui a pour fonction, en fait, première, par le souffle. C'est super intéressant. Les chants traditionnels, ils arrivent toujours pour une raison, ça réchauffe. Alors Avignon n'a pas besoin de se réchauffer, donc elles ont bien chaud, mais le chant de gorge, cet échange de souffle assez rapide, hum, hum, ça fait travailler le diaphragme de telle manière qu'on se réchauffe. Et c'est par le biais du corps, et c'est un fil super important pour moi dans la pièce, mais aussi dans toute la réflexion sur la place des femmes dans les différentes religions, ce que le corps féminin porte comme information et comme symbole est un des enjeux, est un des fils absolus de la pièce. Donc voilà, c'est pour répondre sur l'arché, le XY, le début de la vie sur Terre. Je vous apprends, moi je ne savais pas que... Et moi, ça change quelque chose pour moi de me dire que je ne suis pas sortie de la côte d'Adam, vous voyez. Alors, donc, nous savons à présent que Mylène s'intéresse à la polysémie d'un certain nombre de mots. Elle joue même avec les mots. Parce que voilà, je vais dire à Delphine, voilà Rabbi Mylène qui nous dit... Ah pardon. Voilà Rabbi Mylène qui nous dit que matriarcat, c'est mère depuis l'origine, ce qui est quand même curieux comme étymologie. Alors, je me suis dit que ce genre d'étymologie un peu forcée, mais qui dit des choses, qui apprend des choses, ça doit parler, en principe, à quelqu'un comme Delphine. Effectivement, moi, cette question des étymologies et de la genèse de toute cette histoire, de cette côte d'Adam qui fait quand même des femmes l'os de l'histoire. Vous savez, en français, quand il y a un problème, on dit « il y a comme un os », c'est nous. Je me suis beaucoup intéressée à cette question dans mon premier livre qui s'appelait En tenue d'Ève, qui est paru il y a quelques années de cela. J'en ai beaucoup voulu ensuite à mon éditeur de m'avoir laissé publier un livre sous ce titre, parce que j'ai participé à un nombre assez important de salons du livre où il y avait forcément à un moment donné un modérateur qui annonçait au micro « Dans 5 minutes, le rabbin Orviller dédicacera son livre En tenue d'Ève ». Et ça déclenchait toujours des trucs dingues. Et donc voilà, c'était très déconseillé. Mais ce livre parle précisément du jardin d'Éden et des malentendus du texte. Malentendus nombreux, qui sont plutôt des problèmes de traduction, de polysémie, effectivement, qui est très cher au rabbin, mais qui donne naissance à des problèmes civilisationnels. Je ne vais pas commencer par le début, mais presque par la fin. Sur la question, par exemple, de Ève. Ève, au début, ne s'appelle pas Ève. Je ne sais pas si vous savez, dans la Genèse, c'est simplement une femme qui est créée, qui s'appelle Isha. Je vais y revenir dans un instant. Mais en fait, c'est plus tard dans le texte que Adam se met à nommer le monde autour de lui. Et tout à coup, il dit, celle-là, je vais l'appeler Chava, Ève, parce qu'elle est Em Kol Chai, elle est la mère de toutes choses. Elle est matriarche. Mais ce qui est intéressant, selon cette étymologie, c'est que au moment où Adam appelle Ève maman, elle n'est pas mère. Elle n'a pas encore d'enfant à ce moment-là du récit. Et donc, il plonge Ève dans une condition maternelle qui va la poursuivre, parce que pour le reste de l'histoire, elle n'existe plus, à commencer par son nom, que dans sa fonction maternelle. Et en fait, le féminin, dès la Genèse, il y a un problème avec ça. Une femme est appelée mère alors qu'elle ne l'est pas encore. Et puis il y a d'autres problématiques, dont cette fameuse problématique d'ordre, de création du corps de la femme dans le récit, qui rejoint exactement, à vrai dire, ce que tu dis, parce que les gens pensent, et c'est la version, je dirais, populaire, hollywoodienne de la connaissance de la Genèse, les gens pensent qu'au départ, il y a Adam, un homme qui est créé, qu'à partir de sa côte, une femme surgit dans un temps second. Mais c'est pas du tout ce que la Genèse raconte. Et quand on reprend le texte, vraiment, on se rend compte que le texte raconte presque l'inverse. Alors, en résumé en quelques secondes, vous savez qu'il y a 2 premiers chapitres dans la Genèse qui racontent 2 créations différentes de l'humanité, qui se contredisent de plein de manières. Chapitre 1 de la Genèse, verset 27, sortez vos Bibles, il est écrit que l'Éternel créa Adam, l'humanité, Zachar ou Nekeva, masculin et féminin.
Pas homme et femme, hein, masculin et féminin. Mais effectivement, au début de la Genèse, il y a l'idée d'une création qui est à la fois qui est bigenrée ou androgyne, c'est pas très clair. Et c'est dans un second temps, chapitre 2 de la Genèse, que cette fois-ci, Dieu dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et là, il le plonge dans une torpeur, anesthésie générale. Et première opération de l'histoire sous anesthésie générale, à ce moment-là, il va façonner un être à ses côtés à partir de ce qu'on appelle en hébreu tsela. Mais attention, tsela, on ne sait pas le traduire, encore une fois, c'est le problème en hébreu. Quand on regarde à peu près partout ailleurs dans la Bible, on se rend compte que le mot tsela, qui peut être traduit par côte, est la plupart du temps traduit par côté. On dit par exemple que le tabernacle avait des tsela, avait des côtés, il n'avait pas des côtes. Donc, imaginez à quoi ressemblerait notre civilisation si on avait traduit dès le départ les Bibles comme ça, en disant que cet être féminin est créé à côté de l'être masculin. Ça permettrait une relation de sujet à sujet et pas de sujet à objet de soutien. Voilà. Mais bon, les traductions en ont décidé ainsi. Et autre point extrêmement important à avoir en tête, c'est seulement lorsque cet être féminin fait face à l'humain, Adam, qu'il commence à parler de lui en disant « je suis Ish », je suis un homme au masculin. Donc, pour vous le résumer la situation, au départ, dans la Genèse, l'humanité est créée dans ces deux genres. Surgit ensuite la femme. Et quand la femme paraît, le masculin peut commencer à parler. Donc c'est exactement l'inverse du récit populaire qu'on en fait. C'est pas à partir de l'homme que la femme est créée, c'est dans une humanité première bigenrée que la femme qui surgit permet à l'homme de parler de lui-même comme un homme au masculin. Et tout à coup, cette lecture, encore une fois, imaginez comment des exégètes auraient pu créer une situation peut-être nouvelle à partir de cela. Mais dès lors, la question, et peut-être on va l'aborder dans un instant, en fait, la question de ce que ces traductions, vraies ou erronées ou détournées, ont fait de notre civilisation, la vraie question qui nous est posée à tous, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, parce que vous pouvez dire, à partir de maintenant, j'interdis à quiconque de traduire Côte d'Adam par Côte d'Adam. Ou bien vous pouvez dire, c'est comme ça, notre civilisation, elle s'est construite là-dessus, on n'y peut rien, on va continuer comme ça. Vous avez une autre option, qui est de dire, ok, ça a été traduit de cette manière, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cette traduction ? Vous voyez, en fait, c'est trois approches très différentes de l'héritage. En fait, est-ce que vous considérez qu'il faut faire avec un héritage ? Est-ce que vous considérez qu'il faut changer l'héritage ? Ou est-ce que vous considérez que l'héritage ne vous plaît pas toujours, mais que vous allez composer d'une certaine manière avec ? Et tout le monde ne répond pas de la même manière aujourd'hui à cette question. Alors, jusqu'ici, nous avons donné tous les trois, d'ailleurs, un tour plutôt enjoué à notre entretien, mais ça n'est pas tout à fait rendre justice à Archer, au spectacle de Mylène, qui présente un aspect, on va dire, pour le moins grave. Et je voudrais maintenant l'interroger sur ce qu'elle appelle la puissance des femmes, mais par opposition à, je la cite, l'occultation multimillénaire de la parole des femmes et les souffrances, évidemment, que cela a pu entraîner et qui sont explicitement mentionnées dans le spectacle. On le dit dans le spectacle. J'ai appris qu'il manque dans le monde aujourd'hui 100 millions de femmes. Voilà, j'ai appris ça dans le livre noir de la condition des femmes, et que ce qui se passe, c'est que les statistiques et les statisticiens et les démographes ne comprennent pas où sont les femmes qui manquent. C'est-à-dire que on sait que biologiquement naissent un petit peu plus de femmes, et quand on fait le compte à l'échelle évidemment de la population mondiale, il manque 100 millions de femmes. Alors au départ, je l'avais lu une fois, et chaque fois que je m'en rappelais, je disais « Ah oui, il manque 1 million de femmes. Ah non, ça doit être 10 millions. Ah non, c'est 100 millions de femmes. Il manque 100 millions de femmes dans le monde. » En particulier en Asie, en Inde, en Chine, puisque les femmes et les petites filles ne naissent pas, puisqu'elles sont parfois avortées avant la naissance, et ou encore évidemment suite, par exemple, alors ce sont pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles, pour des raisons politiques. En Chine, avec la loi en 1979 de l'enfant unique, on retrouvait tellement de petits bébés filles mortes dans les campagnes, dans les puits, dans les rivières, que ils ont fini par dire ok, vous pouvez faire 2 enfants. Comme ça, vous avez comme une chance de plus.
tout ça est relié à des rites, alors soit des rites funéraires en Inde, ou soit en Inde ou en Chine d'ailleurs, puisque dans certaines religions, il faut que ce soit le fils qui effectue les gestes funéraires, sinon l'âme des parents va errer. Voilà. Et jamais les âmes ne trouveront le repos. En Inde, la question de la dot, qui est aujourd'hui absolument interdite par le gouvernement indien, la dot n'est plus une pratique autorisée, légale. Cependant, évidemment, culturellement, elle est poursuivie dans plein de régions de l'Inde. Et ce qui fait que d'avoir une fille, pour une famille modeste, peut être une véritable catastrophe. Et donc, ça donne lieu à un véritable génocide dans toute une partie du monde. Voilà, ça c'est pour parler des femmes manquantes. On peut parler des femmes lapidées, des femmes violées évidemment, du viol comme arme de guerre dans le monde entier et dans le monde hyper violent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je trouve que la question qui se pose à travers tout ça, c'est d'essayer de comprendre les raisons de ces discriminations. Et ce que nous dit Olivia Gazalet, c'est que les origines de ces discriminations sont tellement lointaines qu'aujourd'hui encore, mais je pense que même en tant que femme française, il y a quelque chose qu'on intègre, parce qu'on l'intègre par notre éducation, qui n'est pas du tout égalitaire en France. J'ai 2 garçons, une fille. J'observe tout ça. On n'est pas du tout élevé de la même manière, par exemple dans la question de la prise de parole. Les discriminations contre les femmes sont tellement anciennes, leurs origines sont tellement anciennes qu'elles passent pour des évidences naturelles. C'est normal. C'est normal que la moitié de l'humanité soit martyrisée par l'autre moitié. Et c'est quand même malheureux parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas du tout envie de martyriser les femmes. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant dans les recherches, à la lecture en particulier d'Olivia Gazalet, c'est de comprendre les origines bien plus lointaines, bien plus anciennes, qui sont fondées peut-être sur des hantises psychiques qui sont ensuite nourries par des cultures, des rituels, et aussi, à mon avis, par les religions. Alors selon Olivia Gazalet, les grandes hantises de l'homme sont la question de la puissance, puisque l'homme doit en permanence, il est lui sous cette on lui ordonne de performer sa masculinité. Et alors que quelque part, même de manière très essentialiste, mais au Paléolithique, on ne se posait pas la question de savoir si le féminisme était essentialiste ou pas, les femmes donnaient naissance à la génération suivante. Ça faisait d'elles des personnes magiques, parce qu'on n'avait pas compris ce que c'était que la sexuation, on ne savait pas comment ça marchait. Et il y avait ces corps absolument fabuleux qui étaient célébrés dans les grottes ornées, sans doute. Vous savez, on y trouve les petites statuettes qu'on appelle les Vénus, et qui sans doute étaient en fait des souvenirs qui étaient façonnés peut-être par les femmes elles-mêmes, qui étaient des sortes de talismans qu'on donnait dans des fêtes rituelles, pourquoi pas dirigées par les femmes dans les grottes ornées, et que les femmes partaient, pourquoi pas avec ça dans leurs mains, pour être fécondes, pour protéger leur maternité, ou peut-être pour protéger le groupe entier, le groupe social. Donc il y a eu une célébration pendant la plus longue partie de la vie humaine du corps féminin, jusqu'au néolithique, où l'homme commence... Tout ça, j'ai appris par Olivia Gazalet, attention, je ne suis pas une spécialiste. L'homme commence à cultiver la terre, et aussi à la faveur d'un réchauffement climatique, il commence à observer les animaux, parce qu'il peut se poser, et il comprend la sexuation. À ce moment-là, apparaît en fait la propriété privée. On commence à cultiver les terres, on arrête d'être chasseurs-cueilleurs, où on était dans des sociétés très égalitaires, fondées sur la paix, et avec l'apparition du territoire de la propriété privée, apparaît la violence sur le territoire et la violence sur les femmes. Et Olivia Gazalet dit le labour viril du sillon matriciel.
Il y a vraiment quelque chose comme ça qui, en même temps qu'en fait, on s'attaque, aujourd'hui on est quand même beaucoup dans ces parallèles-là, que moi parfois, j'avoue, je trouve un peu mièvre, la femme, la planète, bon. Et en fait, c'est quand même ça qui se passe. C'est qu'au départ, la femme est perçue dans toute sa puissance biologique, c'est tout, c'est très simple, dans sa capacité de porter pour la vie, pour toute la vie, pour toutes les générations à venir, le même comme le différent. Elle a cette puissance, elle est célébrée. Et puis au moment où on comprend comment ça se passe, et au moment aussi où on commence à cultiver les sols, alors il y a une bascule qui est la première grande, selon Olivia Gazalet, et d'ailleurs aussi une autre spécialiste anthropologue des sociétés matrilinéaires, un bouleversement pour l'humanité qui est colossal et qui n'est pas si ancien en réalité. Et à ce moment-là apparaît une des hantises masculines, selon Olivia Gazalet, qui est une forme psychique en fait de hantise, qui à mon avis nourrit des mythes qui ont fini par fonder évidemment certaines parties des religions. La hantise la question de la lignée pour l'homme. On sait toujours qui est la mère, on ne sait jamais qui est le père. Et donc, le corps féminin devient propriété parce qu'on a besoin de savoir en même temps qu'on se transmet des terres, désormais, en fait, en même temps que le capitalisme arrive au néolithique, le corps féminin devient lui aussi un territoire de propriété à échanger, à vendre et puis ensuite à esclavagiser, comme on le sait. Voilà. Donc, je ne sais même plus comment je suis arrivée là, mais en tout cas, voilà, j'avais tout ça à vous dire. Justement, j'allais me tourner vers Delphine sur l'occultation de la parole des femmes. J'allais dire en complément de ce que vous nous dites sur le meurtre des femmes, la souffrance des femmes, mais l'occultation de leur parole aussi. Les hommes parlent sans micro, on occulte leurs paroles, mais... Ça, je ne sais pas si c'est genré, c'est plutôt les distraits qui parlent sans micro. En fait, l'occultation de la femme, elle est présente dans toutes les traditions religieuses, mais elle est présente dans toutes les histoires qu'on se raconte. En fait, écoutons les histoires qu'on raconte à nos enfants. Moi, j'ai des enfants, encore une fille qui est petite, d'autres grandissant, mais c'est toujours troublant de voir quelles histoires on raconte, les histoires de Walt Disney, les unes après les autres, les contes de Perrault. Moi, il y a des histoires que j'adore, je continue de les raconter, mais il faut bien les entendre. Par exemple, moi, j'adore Peau d'âne. C'est magnifique, Peau d'âne. Mais Peau d'âne, c'est quand même l'histoire d'une princesse qui est enfermée dans un château et elle est tout à coup menacée par une virilité paternelle. Et dans le conte de Perrault, je ne sais pas si vous savez, mais elle ne peut pas sortir du château parce qu'elle a la peau transparente. En fait, littéralement, elle n'a pas de peau. Pas de peau, ce qui était la condition des femmes souvent dans l'histoire, mais c'est intéressant, elle a pas de derme, ça veut dire qu'elle n'a pas de frontières. C'est comme si l'intérieur de son corps était l'extérieur de son corps, il n'y a pas de derme qui lui permettrait d'exister au dehors de la maison, au dehors de son corps, au dehors du palais, au dehors d'elle-même. Sa parole ne peut pas porter, alors elle va sortir, mais pour sortir du palais, il faut qu'elle enfile la peau d'un autre, qui est la peau d'un âne, qui est donc le symbole par excellence de la virilité. En fait, il n'y a que la virilité qui peut exister hors du palais. Et on raconte ces histoires, comme on raconte La Petite Sirène. C'est génial aussi, La Petite Sirène, c'est que ça vous dit que les femmes, elles peuvent chanter, elles peuvent porter une voix extraordinaire, mais il faut que ça se passe dans les profondeurs des océans, parce que dès qu'elles sortent à l'air libre, c'est-à-dire dans la sphère politique, eh ben, elles doivent se taire. La petite sirène, elle doit la boucler hors des profondeurs de la mer. On raconte ces histoires, mais en fait, l'important, c'est de donner les outils à nos enfants pour qu'ils comprennent de quoi ils sont les héritiers. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ces histoires qui font du féminin au choix, l'autre absolu, l'autre qui habite dans la sphère intérieure et qui doit être gardé à l'intérieur. Et s'il s'aventure à l'extérieur, c'est subversif et c'est dangereux parce que ça menace le système. Et par ailleurs, il y a quelque chose du féminin qui est souvent dans nos traditions raccroché à de la porosité, c'est-à-dire à l'angoisse de porosité qui est liée au derme dont je parlais il y a un instant, cette idée que le masculin possède des frontières, alors que le féminin menace les frontières. Le féminin est une terre qui peut être contaminée, envahie, pénétrée. Enfin, cette idée de la porosité du féminin, symboliquement, fait que tout système qui cherche à s'inscrire dans une conservation à l'identique va se méfier du féminin qui représente l'ouverture
à l'autre, la peur d'être envahi, d'être contaminé. C'est le propre de tous les fondamentalismes religieux. Vous savez, ils ont un problème avec ce que le corps des femmes raconte, parce que le corps des femmes raconte la nécessité d'une rencontre avec l'autre pour que surgisse la vie. Mais si votre fonds de commerce à vous, c'est de dire qu'il ne faut pas se mêler à l'autre, et que l'autre n'est qu'un agent de contamination, le féminin vient continuellement raconter cette histoire. Donc oui, on est hanté par tous ces récits. Mais il y en a d'autres dans nos textes qui sont intéressants à explorer, dans nos histoires. Dans la Bible, par exemple, il est très très clair que le féminin possède une puissance. Il y a des matriarches, il y a des prophétesses, il y a des femmes qui changent l'histoire. Mais il faut aussi prendre conscience que le texte qui est écrit dans un contexte, le texte est écrit dans un contexte. Il n'y a que les cons qui lisent le texte sans son contexte. Vous voyez, le texte, il faut voir dans quel contexte on le lit et on l'étudie. Et le texte, il est chargé d'un patriarcat qui fait que la puissance des femmes, quand elles s'expriment toujours par la ruse. Vous voyez, par exemple, les matriarches dans la Bible, elles manipulent. C'est des manipulatrices extraordinaires. Elles font passer un enfant pour un autre enfant pour qu'il reçoive une bénédiction. Ça, c'est Rebecca. Ou bien elles vont changer le cours de l'histoire, décider. Ou bien elles vont se déguiser. Par exemple, vous connaissez l'histoire de la reine Esther. La reine Esther, elle entre dans le palais d'Assuérus, elle va le séduire pour changer la suite de l'histoire et sauver son peuple. En fait, la puissance du féminin, qui est énorme, parce que le féminin, c'est celle qui change l'histoire dans le récit. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de femme qui change le cours de l'histoire dans la Bible. Si on suit que la voix des hommes, ça mène à une forme de stérilité et de mort. Mais par contre, les femmes, elles sont obligées d'avoir recours, faute de pouvoir politique. Elles ont toujours recours dans nos textes à des moyens un peu subversifs, la parole, la séduction, etc. Elles font avec ce qu'elles ont pour changer le cours de l'histoire. Et c'est troublant parce que, vous voyez, par exemple, dans nos textes religieux, je prends l'exemple, par exemple, du chemin messianique chez les juifs et chez les chrétiens. C'est commun aux filiations, par exemple, chez les chrétiens, la filiation de Jésus, qui est citée dans les textes, ou chez les juifs, la lignée du Messie est une lignée où les femmes sont omniprésentes et hyper puissantes, mais systématiquement inscrites dans la transgression à caractère sexuel. C'est-à-dire que c'est ces lignées où des femmes entrent dans l'histoire, font semblant d'être des prostituées, séduisent, trahissent, etc. Et en fait, on se rend bien compte que ces histoires, que le salut dans nos histoires dépend toujours de l'intervention des femmes. Mais se pose toujours la question de est-on prêt ou non à leur faire de la place pour qu'elles sauvent l'histoire. Et quels sont les outils à leur disposition pour le faire? Comment est-ce qu'elles composent avec ce qu'elles ont? Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée dans Arché, que j'ai trouvé magnifique, c'est le fait que les comédiennes qui ont des micros dans les mains aient besoin de la main de l'autre pour parler. Je ne sais pas si vous avez vu je fais un spoiler maintenant, mais si pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, ça que pour parler, les comédiens ne parlent pas directement dans leur micro, mais c'est comme si en cet instant, moi je parlais, mais que voilà, Mylène tenait mon micro et que moi je tenais le sien, qui illustre quelque chose de très beau. C'est comme s'il y avait une espèce de conscience féminine qu'on a besoin de l'autre pour que la voix porte. Et c'est intéressant parce que je ne suis pas en train de dire que c'est essentiellement féminin de savoir faire ça. Mais peut-être que c'est existentiellement féminin de savoir faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans l'existence du féminin qui est d'ailleurs pas toujours porté par les femmes. Bien souvent, les hommes peuvent le porter. Mais il y a une conscience particulière d'éclipse et de vulnérabilité qui va conditionner une certaine façon d'être au monde. Il y a un passage dans Arché qui, moi, m'a particulièrement ému, je dirais. Je crois qu'on peut le dire sans divulgacher. C'est au moment où on parle justement des 100 millions de femmes qui manquent. Et alors, pour leur rendre hommage, en quelque sorte, à ces millions de femmes qui n'auront jamais existé, eh bien, on dit des noms féminins, on prononce leur nom. Alors moi aussi, je sais faire des jeux de mots entre gynocide et génocide. Je sais pourquoi ça me touche particulièrement. Parce qu'effectivement, chez les Juifs, on a l'habitude, pour commémorer la Shoah, de réciter les noms de ceux qui sont partis, puisqu'ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas même de sépulture, ils n'ont que leur nom. Et donc c'est une séquence, je tenais à je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, mais je tenais à le souligner parce que ça m'avait particulièrement ému.
sexocide. Ça donnera lieu à des exégèses. Oui. On en parle après si vous voulez. Je reviens alors, puisque Mylène a parlé du Paléolithique. Elle a une véritable fascination, je veux dire, pour les grottes ornées du Paléolithique, et notamment celles où on trouve, vous savez, ce qu'on appelle les mains négatives. Je vais peut-être la laisser expliquer ce que c'est et pourquoi ça intéresse particulièrement notre propos. Vous connaissez les mains négatives, donc ces traces de mains que les premiers humains, ou les humains en tout cas, du Paléolithique, il y a 30 000 ans par exemple, ont laissé comme soit des ex-voto, la marque de leur présence. Ils ont laissé dans les grottes ces mains, donc des mains positives, des mains négatives. Certaines des mains positives et négatives, on a compris qu'elles étaient organisées autour des fameux panneaux des bisons, panneaux des chevaux, de ces peintures absolument exceptionnelles que peu d'artistes, peut-être de nos siècles plus récents, sont capables d'égaler. Et on fait l'hypothèse que peut-être quand ces mains entourent ces panneaux, ce sont des signatures. Alors peut-être ce sont des ex-voto, et peut-être aussi c'est une des hypothèses des anthropologues, que ces mains qui encadrent sont une façon de signer les œuvres. Dans les années 2010-2013, donc il n'y a pas très longtemps, là, dans les 10 années seulement qui viennent de se passer, qui viennent de s'écouler, des chercheurs ont commencé à faire des recherches très précises sur ces mains, puisqu'on voyait qu'autour de ces merveilleuses peintures, qu'on nous a présentées, moi je sais, petite fille à l'école, peinte par des hommes poilus qui descendaient avec un gourdin et le feu qu'ils venaient de créer dans la grotte, et qui, avec un bout de bois évidemment brûlé, ou avec des ocres et déjà des pigments, commençaient à peindre sur le mur. On a commencé à regarder ces mains, et puis des chercheurs maintenant sont capables de comprendre si les traces de mains sont des mains d'hommes ou de femmes. Pourquoi ? Parce qu'il semble que pour des raisons hormonales, je ne sais plus quel doigt, je crois que c'est celui-ci, les mains, quelle que soit leur taille, les mains des hommes et des femmes n'ont pas exactement la même forme. Donc aujourd'hui, que les mains soient petites ou grandes, en regardant les mains dans les grottes ornées, les chercheurs, les anthropologues sont capables de dire ceci est une main de femme, ceci est une main d'homme. Et c'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, que dans la grotte de Pêche-Merle en Occitanie, 70% des mains négatives, qu'on a toujours attribuées bien sûr à des hommes, les grands peintres du Paléolithique, 70% des mains sont des mains de femmes. Quand on prend ce fil-là, moi je trouve que ça ouvre quelque chose pour ma petite fille d'1 an qui dort là-bas. Moi, lui raconter, dans les récits primitifs, dans les premières choses que j'ai envie de lui raconter, c'est que peut-être que ses arrière-grand-mères se réunissaient dans les grottes ornées, et que contrairement à ce qu'on m'a raconté moi, elle peignait le fameux panneau des chevaux. Et peut-être qu'elle faisait ça même avec leurs compagnons, parce qu'elle vivait dans des sociétés égalitaires, pacifiques, et qui n'étaient pas fondées sur la séparation. L'autre chose par rapport à ces grottes ornées, il y a une autre hypothèse, du coup, si on suit ce fil, qui nous intéresse beaucoup dans Archer, c'est que, pour des raisons organiques, les femmes, tous les mois, peut-être à cette époque, auraient eu la nécessité de se retirer de la société parce qu'elles perdaient du sang. Et que perdant du sang, elles pouvaient devenir elles-mêmes une sorte de danger pour la communauté, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'animaux que d'humains, puisqu'on n'avait pas tout décimé encore, et que donc c'était très dangereux d'être un humain sur la Terre à l'époque, et que peut-être le sang attirait les prédateurs. Donc on peut faire l'hypothèse, c'est une hypothèse qui est faite par certains anthropologues. Évidemment, ça aussi, on n'en parle pas, ça fait longtemps qu'on a fait ces hypothèses, vraiment depuis les années 70 au moins, que les femmes, possiblement, se seraient réunies pendant 3, 4, 5 jours, tous les mois,
dans des grottes, et qu'alors elles s'échangeaient des savoirs, parce qu'à l'époque elles étaient, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, elles chassaient aussi, sinon on ne serait pas là pour en parler, on serait tous morts si les femmes n'avaient pas chassé. Mais en tout cas elles cueillaient, et ça veut dire qu'elles étaient responsables, elles étaient les pharmaciennes et les médecins des populations à l'époque, et que peut-être au moment où leur corps leur intimait une retraite, elles se réunissaient pour, pourquoi pas, échanger des savoirs fondamentaux. Donc elles ont inventé les colloques et puis après on a arrêté de les inviter. Et voilà, exactement. Elles ont inventé le chamanisme, elles ont inventé des danses et des chants qui sont les hypothèses que nous faisons dans Archer. Voilà. Alors, je ne parlerai pas à Delphine des grottes du Paléolithique, l'époque des Aurignaciens ou des Magdaléniens, mais peut-être sur la question du rapport des femmes au savoir dans le judaïsme et à la transmission du savoir et à son acquisition, enfin sa création. Oui. En fait, ce que je veux dire là n'est pas propre au judaïsme, malheureusement. Enfin, c'est partagé glorieusement par toutes les traditions monothéistes, entre autres, et même au-delà. En fait, on tient assez systématiquement, on a tenu assez systématiquement les femmes loin du savoir, parce que les tenir loin du savoir, c'est les tenir loin du pouvoir. En fait, le savoir est le lieu du pouvoir, particulièrement dans les traditions religieuses. Donc, il a toujours fallu s'assurer que les femmes étaient tenues à distance. Alors, il y a apparemment eu des exceptions à ça. Il y a eu des moments dans l'histoire où, sans remonter jusqu'à la préhistoire, il y a eu des moments dans l'histoire, même parfois assez tardives, dans l'histoire médiévale, où on a permis aux femmes d'étudier. Par exemple, dans le Talmud, qui est donc un texte édité autour des premiers siècles de notre ère, il y a quelques personnalités de femmes érudites qui apparaissent. On ne sait pas si elles sont des légendes ou si elles ont existé, mais en réalité, peu importe. Leur existence dans le texte suggère qu'elles sont envisageables dans la réalité. Vous voyez, si le texte raconte qu'elles existent, c'est que c'est envisageable pour les gens qui lisent ou qui éditent ce texte. Il y a notamment une célèbre femme érudite dans le Talmud qui s'appelait Broria, qui, selon la légende, était mariée à un homme érudit qui s'appelait Rabbi Meir, et on raconte qu'elle était beaucoup plus forte que lui, qu'elle était capable d'enseigner le Talmud et les lois juives à tous ses élèves. Et donc le Talmud parle de cette femme, et voilà qu'on est donc autour des premiers siècles de notre ère, et voilà que plus de 1000 ans plus tard, en réalité autour du XIVe siècle, apparaît une légende au sujet de Broria. Une légende troublante qui tout à coup suggère que Broria un jour aurait été séduite par un des élèves de son mari, qu'elle aurait fauté, commis l'adultère, et que la chose devenant connue, elle se serait suicidée. Vlan, vlan. En fait, on assassine Broria en règle au Moyen-Âge en faisant une femme dont l'érudition l'a menée en droit chemin vers la faute, et pas n'importe quelle faute, une faute morale à caractère sexuel qui l'amène à la transgression suprême, qui est celle du suicide. Et c'est intéressant que donc au Moyen-Âge, apparemment, on ressente le besoin d'assassiner l'érudition féminine. Dans un contexte, là ça se passe dans un contexte juif, mais c'est exactement au même moment, c'est le moment où dans l'église catholique on éjecte les femmes des universités. C'est un moment où tout à coup on ne supporte plus l'érudition féminine, il faut que la femme revienne à tout prix à l'intérieur du foyer. Donc vous voyez, c'est pas une histoire linéaire, il y a comme des moments dans l'histoire où la voix du féminin peut se faire entendre, et des moments où c'est plus du tout possible dans un contexte particulier. Et donc dès lors, la question qu'on doit se poser, c'est dans quel contexte on est, nous, aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un temps où on peut entendre Broria et d'autres ? Ou alors, est-ce qu'on est dans un temps où beaucoup de gens considèrent qu'il faut la sacrifier sur l'autel d'un pouvoir viril ? Et en fait, en réalité, ça marche toujours. Je dirais, ces deux phénomènes se tiennent la main et se répondent. C'est-à-dire que moi, je peux témoigner à titre personnel. Je suis rabbin depuis maintenant 13 ans. Voilà. En fait, je vois que ce phénomène de féminisation des fonctions religieuses qui existe dans toutes les traditions, à plus ou moins grande échelle, plus ou moins légitime, mais le phénomène, on va dire, d'un féminisme religieux aujourd'hui existe partout et semble à beaucoup de gens être dans l'ordre des choses. Mais systématiquement, quand la voix du féminin monte dans nos traditions,
monte pratiquement à la même vitesse et simultanément la voix du conservatisme qui hurle, vous le savez, très fort aujourd'hui. On entend très fort, même parfois chez les nouvelles générations aujourd'hui, des gens qui veulent revenir à ce qui leur semble être le bon vieux temps. Le bon vieux temps où chacun était à sa place et les femmes de préférence vraiment à l'intérieur du foyer. Moi j'ai une magnifique collection de lettres que je publierai un jour, de lettres d'insultes que j'ai pu recevoir de gens qui considèrent que mon accès à la fonction religieuse est une haute trahison, non pas du judaïsme mais plus encore du féminin, d'un espèce d'essentiel féminin que votre voix portée à l'extérieur vous ferait trahir ou transgresser ou violer. Alors, je vais très bientôt donner la parole à la salle. Vous avez probablement des choses à demander ou à objecter à Mylène ou à Delphine. Je voudrais quand même poser une dernière question qui reprend d'ailleurs le titre de ce débat, de cet entretien, puisque ce qu'on nous propose, c'est une sorte de paradoxe. On est à la fois dans la science-fiction rétroactive et futuriste. On nous dit que le matriarcat est la chose du monde la plus archaïque. C'était l'organisation humaine au Paléolithique, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, mais on fait aussi le pari que c'est peut-être l'organisation de l'avenir, du futur. Est-ce que là-dessus, Mylène, vous voulez nous dire quelque chose sur cette existence du matriarcat à l'origine et peut-être demain, mais en tout cas pas aujourd'hui? Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que vraiment, d'après tous les livres que j'ai lus sur les sociétés matrilinéaires et les études qui ont été faites, que ces sociétés matrilinéaires étaient des sociétés pacifiques et égalitaires. Et donc, il ne s'agit pas, pour moi, de penser avec Archer, par exemple, ni d'ailleurs dans... Alors, la grande question, évidemment, c'est Archer est-elle une pièce féministe ? On va dire oui, mais pour moi, non. Archer, c'est une pièce humaniste. Point. Voilà. Et on a besoin des hommes absolument pour construire le monde. Donc, hommes et femmes ensemble. Simplement, la question est de sortir d'assignations très anciennes et pour autoriser une sorte de fluidité, sans doute, du masculin, du féminin, des talents, des émotions. Et je racontais tout à l'heure, on déjeunait ensemble pour se rencontrer et préparer cette rencontre. Et j'ai vu un spectacle il n'y a pas très longtemps d'un chorégraphe qui s'appelle Kevin Jean, qui est une pièce sur le masculin qui s'appelle Dans le mille. Bon, c'est une pièce qui présente en fait de manière assez impressionnante, assez a priori érotique, des hommes, voilà. Qui sont ensemble sur un plateau à quatre pattes, très légèrement habillés, et en fait, qui échangent tout à fait autre chose que de la puissance sexuelle, érotique ou libidinale. Ils échangent une forme de, mais même pas en contact, dans la qualité de leur présence, la qualité de leur regard, une forme de possibilité à la tendresse. Et en fait, tous les hommes et les femmes qui étaient présents là lors de cette représentation sont sortis absolument bouleversés. Moi, je me suis dit, j'ai envie d'aller chercher mes deux garçons là qui ont 5 et 10 ans et de leur dire, venez voir ça, c'est incroyable. Vous avez même le droit de vous aimer. Vous avez même le droit de vous toucher, et vous avez le droit de vous toucher, vous savez, pas comme quand on se donne une grande claque dans le dos, comme mon fils de 10 ans est en train de l'apprendre à l'école, mais vous avez le droit de vous toucher, quoi, c'est pas grave. Et dans ce spectacle, ce jeune, assez jeune danseur, interprète brésilien qui s'appelle Calixto, prend la parole à un moment, et il a quelques phrases, et la première phrase, c'est « Elle a commencé quand votre carrière d'homme ?» Et j'ai trouvé ça incroyable. Quand est-ce qu'elle a commencé votre carrière d'homme ? Comment ça se passe devenir un homme aujourd'hui ? Comment ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, dans la société patriarcale ? Quelles sont aussi les énormes violences faites aux hommes ? Les demandes... Mon fils, il est formé à la violence à l'école. C'est un jeune garçon hyper doux. Et il essaye comme un fou, comme plein d'hommes doivent le faire, de présenter une capacité à la domination, à la séparation et à la violence. Et moi, en tout cas,
le chemin que nous cherchons à ouvrir avec Archer, c'est celui peut-être simplement des sociétés matrilinéaires au sens où elles étaient des sociétés fondées sur une égalité de genre. Voilà. Et c'était des sociétés qui fonctionnaient sur le don et le contre-don, sur l'assurance que chaque personne dans ces micro-sociétés ait ce dont elle ait besoin pour survivre, et des sociétés dans lesquelles, qui n'étaient pas organisées selon des systèmes de domination qui aujourd'hui se font du masculin vers le féminin, mais aussi, c'est ce que, encore une fois, Olivia Gazalet explique, le viriarcat, tel qu'il est organisé, organise tous les jeux de pouvoir de nos sociétés, y compris de l'homme le plus viril sur l'homme moins viril, de l'homme blanc sur l'homme noir, organise tous les racismes et tous les jeux de discrimination, y compris entre hommes. Donc, je crois tout simplement que ce qu'on essaye d'ouvrir, nous, avec Archer, c'est une conversation autour, sans doute, déjà, on revient très fort au corps, au souffle, donc aux besoins de chaque humain qui naît, que ce soit un petit garçon, une petite fille là, qui a un jour d'existence. Il a besoin de la même chose très, très exactement. Il a juste besoin d'un peu d'amour, de toucher, de souffle. Et on vient tous du même endroit, quoi. On vient tous de là. Donc en fait, comment essayer de construire en effet l'avenir ? Moi, ça m'aide de repartir aux origines parce que je comprends que ça n'a pas toujours été comme ça. Je comprends que 500 ans avant Jésus-Christ, il y avait dans le peuple scythe, celles qu'on appelle les Amazones, sont en fait un peuple qui a existé et qui a été nommé les Amazones par les Grecs, mais en fait c'est un peuple égalitaire, absolument, où les hommes et les femmes chassaient ensemble. On trouve des sépultures avec des femmes guerrières enterrées, avec 6 chevaux sacrifiés autour d'elles, avec leurs armes, avec leurs épées. Et voilà, dans ce monde-là, il n'y avait pas de distinction violente et de séparation entre les genres. Voilà. Donc le fait de creuser dans le passé nous permet, alors c'est Carole Fritz, avec qui j'ai beaucoup discuté, la directrice scientifique de la grotte Chauvet, qui dit que la préhistoire se fonde, se fabrique en inventant... quel est le terme exactement ? En faisant des hypothèses de réalité historique. C'est quoi la préhistoire comme discipline ? C'est prendre des fragments d'indices quand même, et à partir de ça les assembler. Donc il n'y a que de l'idéologie derrière, et fabriquer des hypothèses de réalité historique. Donc on est tous là à se fonder sur une préhistoire qui est une hypothèse de réalité historique. Donc ma réponse, par rapport à ce que Delphine vient de dire, c'est de se dire, en effet, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et quelles sont les hypothèses des réalités historiques que l'on peut recombiner, réinventer, pour pouvoir ensemble réarmer un futur beaucoup plus joyeux, beaucoup plus doux pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Alors, est-ce que ce que Mylène vient de décrire, ce sont les temps messianiques ? Est-ce que les temps messianiques seront placés sous le régime du matriarcat ? Vous savez, on parlait d'hypothèse il y a un instant. Il y a souvent une hypothèse qui m'est soumise et avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord. Souvent, les gens me disent « Ah là là, si les femmes étaient au pouvoir, ce serait vachement mieux. » Et en fait, j'en sais rien. Non seulement j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que la vraie égalité à laquelle on doit aspirer, pour le dire simplement, c'est qu'une femme puisse parfois être aussi nulle qu'un homme à fonction égale. Moi, j'ai l'impression que souvent, les gens, quand ils se tournent vers moi dans l'exercice de mon rabbinat, ils s'imaginent que parce que je suis une femme, je vais être beaucoup plus à l'écoute par essence ou empathique par nature. Et moi, je connais beaucoup de femmes rabbins qui n'écoutent pas particulièrement, ou j'en fais partie souvent, ou belliqueuses. Et puis, je connais des hommes qui font ça très bien. Et donc, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. En fait, la question, c'est pas essentiellement ce que peuvent faire les femmes versus essentiellement ce que pourront faire les hommes. C'est plutôt comment, effectivement, nos sociétés s'organisent et qu'est-ce qui, dans l'expérience féminine, qui, encore une fois, n'appartient pas aux femmes, mais parfois vécu par les hommes, est capable de prendre en compte
la vulnérabilité, le manque, la faille, la porosité, l'incomplétude, tout ce dont on a parlé en filigrane il y a un instant. Et en fait, dans nos héritages, y compris dans nos héritages qu'on considère ultra patriarcaux, les héritages de nos textes et de nos traditions, il y a des traces de ce féminin à l'œuvre. La question, c'est est-ce qu'on veut s'en saisir ou pas? Je vais vous donner quelques exemples. Toute tradition, prenons les religions monothéistes. Regardez, je vais commencer par les autres, regardez la figure de Jésus, telle qu'elle est représentée dans les églises. Vous pouvez pas me dire que c'est vraiment le mâle alpha traditionnel. C'est pas du tout une représentation de mâle alpha, c'est une représentation assez féminine, souffrante, accompagnante. Mahomet, le prophète, en fait, tout au long de sa vie, était moqué parce qu'il n'avait pas réussi à avoir des fils. Il n'avait que des filles, et on l'appelait le castré, le châtré. Enfin, en fait, lui-même était pas dans une image générique de mâle alpha, de virilité traditionnelle. C'est ultra vrai pour ce qui est du judaïsme. Dans le judaïsme, il y a une conscience permanente de la féminité de l'identité juive. C'est troublant, en fait. D'abord, les juifs et les femmes partagent une certaine condition à travers l'histoire, d'avoir été l'autre des sociétés dans lesquelles ils habitaient, un autre qu'on accusait toujours des mêmes choses, c'est-à-dire d'aimer le contact du pouvoir, d'aimer l'argent, d'être lascif, un peu hystérique et pas fiable. Vous voyez, la misogynie et l'antisémitisme, en général, se nourrissent à peu près des mêmes choses, des mêmes arguments. Mais surtout, au sein même de la pensée juive et rabbinique, il y a cette idée qu'un homme en prière doit être dans une posture féminine. D'ailleurs, il y a plein de moments dans la prière juive où les hommes parlent au féminin. C'est surprenant. Par exemple, vous savez, les matins, quand les juifs mettent ce qu'on appelle les téphilines, des phylactères, eh ben, ils prononcent des phrases au féminin, comme s'ils étaient dans une posture féminine. Il y a d'autres moments comme ça dans la vie rituelle où on joue au féminin. Et c'est important d'explorer ça parce que c'est tous ces moments où on met en avant une valeur qui est commune et qui existe dans nos traditions religieuses, mais qu'on éclipse, qui est celle de la posture réceptive. La posture, empathique, réceptive et vulnérable. Et la question, encore une fois, elles ne sont pas inexistantes dans nos sociétés chargées de patriarcat, mais elles demandent à être cultivées. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse davantage de faire avec ce qu'on a que de dire il aurait pu en être autrement. C'est-à-dire que ça nous plaise ou pas, on est chargé d'histoires qui nous ont construits, dont on est les héritiers et dont, semble-t-il, les générations à venir seront aussi les héritières. Mais comment on fait pour leur donner des petits outils subversifs, dans tous les sens du terme, pour s'emparer de ces héritages et en faire autre chose? Pas un archaïsme, mais quelque chose qui nous pousse à un autre commencement possible. En fait, c'est intéressant parce que le mot archer, tu le disais, veut dire quelque chose comme début, commencement. Et s'il y a un enseignement du féminin dans l'histoire, c'est qu'on ne sait rien du commencement, on sait toujours ce qu'est le recommencement. Le corps féminin vit une conscience du cyclique, c'est-à-dire une conscience de la possibilité du recommencement, la possibilité permanente que quelque chose de neuf surgisse dans nos existences. Et ça, c'est un savoir qui doit appartenir à tous, aux hommes et aux femmes. Bien, je voudrais donc à présent passer la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Très bien. Donc voilà, levez peut-être la main et Juliette viendra vous apporter le micro. D'accord, sauf que je ne vois rien là. Il y a une demande de parole là, à ma droite. Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai une question pour... Ça marche ? Ah ok.
J'ai une question pour... merci beaucoup, voilà, c'était super. J'ai une question pour Mylène. Je voudrais vous entendre sur la place des hommes dans votre spectacle, puisqu'il n'y a que des femmes sur scène, alors que là, je vous entends parler, au contraire, du dialogue, de la présence de l'homme, du matriarcat, qui n'est pas l'inverse du patriarcat. Du coup, pourquoi ce choix ? Parce qu'on est en train d'abord, je crois, de réparer, de chercher à comprendre déjà entre femmes, de réparer la relation, de réparer l'histoire, de se réemparer par exemple symboliquement des grottes ornées, et que cette étape-là, même le temps, parce que vraiment Archer authentiquement a été une éthique de travail basée sur des lectures, par exemple, et des échanges entre les femmes du projet, et qui était nécessaire à la compréhension de tout ce que je viens de vous dire. Cependant, il y a dans l'équipe les hommes de l'ombre, puisque au plateau, il n'y a que des femmes, mais il y a des hommes dans l'équipe, et puis des hommes autour de nous, de toutes ces femmes, en fait, c'est-à-dire des compagnons qui nous ont permis de nous mettre au travail sur ces sujets très importants. Et après, je peux vous faire cette confidence. Il y a un moment, en effet, qu'Abraham évoquait, dans la pièce où on donne des prénoms dans plein de langues différentes de femmes qui manquent. Soit elles manquent parce qu'elles sont mortes, soit ce sont les effacées, les artistes, les scientifiques, voilà. On a chacune fait nos petites listes. Et on a eu un grand débat qui n'est pas clos, puisque moi, je voulais... on entend beaucoup de voix de femmes, et je voulais qu'à un certain moment, dans ces voix qu'on entend, arrivent des hommes. Et donc, là, la pièce, elle a 4 jours. Aujourd'hui, elle est toute jeune. Et du coup, il y a une dizaine de jours, on était à Valenciennes où on travaillait, et on avait construit le fichier son avec toutes ces voix, avec des hommes dedans. Voilà, j'étais très contente parce que pour moi, c'est le monde de demain. Et puis, on l'a diffusé, et puis une partie des interprètes, des femmes au plateau qui dansent et qui chantent, ont dit oh, pour nous, là, c'est trop tôt. On les intégrera plus tard. On garde cette version du fichier, mais on a besoin de danser, de chanter un peu dans la grotte. Et puis ensuite, plus tard, on va voir, on va jouer le spectacle et on les intégrera. Donc il y a quand même... Dans 2000 ans, c'est bon. Voilà. Dans 2000 dates de représentation, c'est bon. Je crois que la nécessité de réparation est grande. La nécessité même de compréhension, et que, alors c'est tout ce qu'on dit sur les réunions non mixtes, pareil, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, mais il semble que dans un premier temps, en tout cas pour les femmes qui aussi partagent leurs affects et leur puissance sur ce plateau, il y ait besoin dans un premier temps de ce rassemblement, même si encore une fois tout autour du projet de nombreux hommes sont avec nous. Voilà. C'est effectivement un autre sujet, mais j'y fais référence parce qu'à la LICRA, on en parle vraiment beaucoup, cette question des réunions non mixtes, lorsque c'est au sens étymologique, c'est-à-dire les femmes entre elles pour se reconstruire et pour construire un récit, c'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on peut même encourager, tout en sachant qu'il faut que ça n'ait qu'un temps, etc. C'est lorsque on parle des réunions non mixtes, non pas au sens étymologique, mais au sens figuré, de les racisés, les non racisés, avec, vous savez, une palette chromatique pour voir qui est assez noir pour en être, ou qui n'est pas assez noir, que là, ça pose peut-être un peu... Il y a un malaise, quoi, on va dire ça comme ça. D'autres questions ? Ah, tu as meilleure vue que moi. Pardon. Bon, oui, bonjour. Donc, moi, j'étais venu pour écouter Mylène Benoît parce que j'ai vu votre spectacle, j'ai découvert votre travail il y a 2 jours et ça m'a beaucoup plu. Mais comme cet échange m'a semblé vraiment très intéressant, si on m'autorise une petite question pour chacune des 2 intervenantes. Voilà, donc Madame Orvillère, je vous ai entendu. Votre phrase de conclusion m'a fait beaucoup penser à Hannah Arendt, en fait, et à ce qu'elle dit sur la possibilité du commencement. J'ai pensé aussi, en vous entendant parler des formes féminines dans les 3 grands monothéismes, je me disais, mais je ne suis pas très connaisseur, donc j'aimerais que vous me contredisiez, mais je me disais que la figure de Yahvé dans l'Ancien Testament me semble quand même assez viriliste.
Voilà, mais peut-être que vous allez me permettre de voir les choses autrement. Voilà, Mylène Benoît, moi j'ai énormément aimé votre spectacle. J'ai été surpris. Je ne connaissais pas du tout votre travail. Et du coup, je suis allé voir avant de venir aujourd'hui. Je suis allé voir sur Internet les quelques entretiens que vous aviez accordés sur votre travail. Donc il y a des choses que vous avez dit aujourd'hui que je vous avais déjà entendu traiter et que je me suis régalé de réentendre. Mais dans le dernier tableau, le moment où justement il y a cette figure qui fait référence à la grotte, aux mains en négatif et positif que vous avez traité plusieurs fois et que je trouve très intéressante, il y a aussi une allusion très claire, ou alors je me suis trompé, aux anthropométries d'Yves Klein. Voilà. Et du coup, par contre, là, je ne vous ai pas entendu parler là-dessus. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous avez voulu mettre à propos des anthropométries. C'est super intéressant parce qu'en effet, on fait référence à 2 autres artistes dans le travail que les femmes dans la pièce font avec la peinture. Il y a les anthropométries d'Yves Klein, qui est quand même un sacré patriarche, enfin un sacré... il faut voir comment il parle à l'époque des femmes qui se peignaient de bleu Klein pour... il dit que lui, jamais, dans des interviews, jamais il ferait ça, enfin qu'il trouve ça complètement ridicule de donner son corps et de s'enduire de peinture comme ça. Il a un discours absolument odieux pour les femmes qui sont dans la performance, qu'il signe lui-même. Ça, j'étais vraiment très... Bon, par ailleurs, c'est magnifique. Et ces femmes offrent leur corps. Alors, la petite pirouette, et puis voilà, certaines personnes déjà qui connaissent un peu le travail d'Yves Klein m'ont dit c'est pas mal le renversement, parce que Yves Klein il fait faire ça aux femmes contre le mur, sur des toiles contre les murs, et nous, la femme dans la pièce qui reproduit, enfin fait référence aux anthropométries, les renverse en les mettant au sol. Donc ça, c'est la petite histoire pour nous. Moi, ça me plaît bien. C'est une autre façon de laisser sa trace, de toute façon, dans l'espace. Et puis, il y a une autre artiste à laquelle on fait référence, on en parlait aussi à midi, qui s'appelle Ana Mendieta, et qui utilisait son sang. C'est une artiste cubaine, morte très jeune, vers 35 ans, qui utilisait son sang pour faire des grandes... traces qui peignait avec son sang en descendant le long du mur. Donc on a décidé de lui faire un hommage aussi. Et cette femme, par exemple, était artiste, et son compagnon aussi, dont j'oublie le nom, c'est un très grand artiste, et je crois que sciemment j'oublie son nom, figurez-vous, est tombée du 35e étage de l'immeuble dans lequel elle vivait avec cet homme à New York, après un conflit entendu par les voisins, etc., assez houleux, sur la façon dont ils étaient en train d'émerger l'un et l'autre comme artistes. Alors, les conditions de la mort de cette femme restent à ce jour inconnues. Voilà. Donc on a décidé de faire un petit hommage à Ana Mendieta, qui peut-être s'est fait jeter par le balcon du 35e étage par son époux artiste. Voilà. Encore une autre petite référence. Alors, merci. Et pour répondre à votre question, d'abord, c'est amusant que vous parliez d'Hannah Arendt, parce que on en parlait aussi à l'heure du déjeuner, parce que je suis allée voir ce matin un spectacle là, sur la philosophie d'Hannah Arendt, donc peut-être qu'effectivement je suis sous l'influence de sa pensée au moment où je vous parle. Vous savez, c'est drôle, moi je pense souvent à ça. Quelqu'un a dit un jour que les livres qu'on écrit, et je pense que c'est vrai aussi, des paroles qu'on tient sont empruntées au mur de nos bibliothèques. C'est fou à quel point tout ce qu'on croit parfois être un commencement n'est qu'en fait qu'une forme de redite ou d'une répétition, réinterprétation de quelque chose. Donc effectivement, moi je suis très sensible à des éléments de pensée arendtienne, et notamment quelque chose dont on a parlé il y a un instant, cette idée que nos héritages ne sont pas que des testaments. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de ce qui nous a été transmis, et on peut parfois être infidèle à quelque chose qui nous a été transmis et l'emmener ailleurs. À mon avis, c'est quelque chose qu'on doit tous faire dans nos domaines, nos traditions respectives, d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est du Dieu guerrier et viriliste, de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et les Juifs la Torah, effectivement, il y a une image du divin dans nos textes qui est parfois celle d'un Dieu belliqueux et en colère et vengeur.
le dieu de la guerre, etc. On va trouver ça dans les textes, mais de la même manière que on va trouver des allégories du divin autres, mais par exemple chez les mystiques, dans les mystiques, la Kabbale, la mystique du judaïsme, fait plutôt référence à une présence immanente de Dieu sous les traits de ce qu'on appelle la Shekhinah, une présence féminine, une présence maternelle, une tourterelle qui tournoie au-dessus du nid de ses petits. Donc on va trouver d'autres images du divin, beaucoup plus féminines, mais souvent elles sont éclipsées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit de mettre en lumière et qu'est-ce qu'on choisit de taire. Mais il y a un élément intéressant à explorer, c'est que le nom de Dieu que vous avez nommé Yahvé, mais que les Juifs n'appellent jamais ainsi, puisqu'en fait les Juifs ne savent pas comment prononcer le nom ineffable. Les 4 lettres du nom de Dieu sont ineffables, on ne sait pas comment le prononcer. Et il y a là quelque chose, me semble-t-il, intéressant à méditer ou à explorer, c'est que d'une certaine manière, si les femmes ont été éclipsées, le nom des femmes a été éclipsé dans l'histoire, l'éclipse suprême du texte biblique, c'est Dieu. En fait, Dieu, on ne sait pas comment l'appeler, on ne sait même pas comment prononcer son nom. C'est un ineffable, un impossible à dire, peut-être un impossible évidemment à voir, à toucher, à prier, à rencontrer. C'est l'absence sacrée qui nous invite justement à penser toutes les autres absences de nos vies, tout ce qui n'est pas. En fait, les mystiques appellent Dieu Ein, ça veut dire il n'y a pas. En fait, quand on vous demande est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu, la mystique juive répond je crois qu'il n'y a pas. Voilà. Bonjour, moi ça sera peut-être plus un commentaire que des questions, mais il se trouve que j'habite en Périgord, près de la grotte de Lascaux. Je fréquente pas mal de préhistoriens. Et moi, je suis venu pour la LICRA, en fait. Je suis enseignant et chroniqueur radio. J'ai une délégation pour faire des interviews pour la LICRA. Et il se trouve que par ailleurs, je suis juif, mais non pratiquant. Je suis allé une fois à l'office de la synagogue de Delphine Orviller. Et j'y allais un petit peu en éclaireur pour essayer de convaincre ma communauté périgourdine de vous faire venir. Et je tenais à vous dire que ce sont essentiellement les... Alors, j'y vais très rarement à la synagogue, une fois tous les 5 ou 10 ans, quand il y a une catastrophe, un truc... voilà, il y en a régulièrement, donc voilà. Et ce sont essentiellement les femmes de la communauté qui se sont opposées à cette idée-là, il faut quand même le souligner, et quelques orthodoxes. Et je voulais vous faire une remarque sur la préhistoire. Vous avez bien fait de parler d'hypothèses, parce que quand on discute avec 10 préhistoriens en Périgord, il n'y en a pas un qui dit la même chose, ça je tenais à vous le dire. Et deuxièmement, savez-vous que la fameuse Lucie n'est pas une femme, ou probablement pas une femme, et que ce sont des préhistoriennes américaines qui, par idéologie, vous avez bien fait de prononcer ce mot, on a tellement peu parlé de nous, que cette fois-ci, on va lui donner un nom féminin. Donc, il faut faire très, très attention à tout ce qui n'a pas pu être écrit et témoigné et sourcé de façon sûre et certaine. Et après, je vais faire un commentaire très, très pessimiste. Vous parlez de l'invisibilisation des femmes. Moi, je parlerais plutôt de l'invisibilisation du peuple. Je suis enseignant, on enseigne l'histoire. Effectivement, il y a essentiellement des mecs, voilà, parce que ce sont des guerriers, des rois. Alors, on a Jeanne d'Arc, on a Catherine de Médicis, on a la Pompadour. Donc... Mais le peuple, est-ce que vous connaissez un nom d'artisans, de paysans? Et est-ce qu'aujourd'hui, sur les plateaux télé, en 2021, en France, pays démocratique, égalitaire, est-ce qu'on donne la place à un électricien, une électricienne, un boulanger, une boulangère, à part dans 3 manifestations de Gilets jaunes? Jamais. Donc, je ne veux pas faire mon marxiste de base, je ne le suis pas, mais je crois quand même que l'invisibilisation principale, c'est celle-ci, il me semble. Est-ce que ça appelle un commentaire, Mylène ou Delphine? Non. Commentaire de commentaire? Non. Oui, les femmes du peuple, je pense que c'est plus compliqué d'être une femme du peuple. Non, mais tout à fait, je dis ça pour rire. C'est la conséquence, en effet, des discriminations. Ce que je voulais dire, c'est que la guerre dirige le monde, et la guerre est faite par les hommes. Dans les quelques sociétés de chasseurs-cueilleurs qui existent encore, quelques femmes savent se servir des armes, mais majoritairement, les seigneurs de guerre sont des hommes. Aujourd'hui, sur la planète, il y a un pays qui n'a pas d'armée, c'est le Costa Rica, mais qui est sous la protection de ses voisins. Et dans l'histoire, si on remonte à l'Antiquité, le seul pays qui s'est défait d'une armée, c'était les Minoens, qui avaient les plus grands philosophes, les plus grands scientifiques de leur époque. Et dans l'année qui a suivi, ils ont tous été massacrés par Sparte. Voilà. Ceci explique peut-être cela, et quand même aussi dire... J'écris dans un journal féminin et féministe en Périgord, qui est unique en France, d'ailleurs, qui s'appelle Famosa, les femmes en Périgord. On essaie de mettre en lumière les femmes. Mais un jour, je vous raconte ça, on a eu un débat avec une astronaute française
qui est venue pour nous dire qu'elle n'avait pas pu monter dans la navette spatiale à l'époque parce qu'elle était lesbienne, parce qu'elle était femme et parce qu'elle était trop grande. Alors j'ai dit, bon, la grandeur peut-être, parce qu'il faut être plutôt mince. L'astronaute américaine, elle est partie. Femme peut-être. Et alors je lui ai dit, mais comment il faut résoudre tout ce problème d'égalité entre les hommes et les femmes? Et elle nous a proposé quelque chose qui m'a semblé, moi, ahurissant. Elle a espéré que l'humanité aille vers les cyber ou cyborg créatures, je ne sais pas comment on dit. Et à la fin, je lui ai simplement posé la question, est-ce que vous souhaitez que les femmes aillent au combat, dans la guerre concrète, comme dans les tranchées? Il y a toujours des guerres de tranchées actuellement, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des missiles. Et elle m'a dit oui, absolument, à l'égal des hommes. Et je lui ai dit, là, je suis féministe, mais mon désaccord sera formel sur ce point, sinon c'est la mort de l'humanité. Et les rapports de pouvoir et de filiation que vous avez évoqués, savoir qui porte l'enfant et de qui il est le père, explique tout ça. Maintenant, quand dans ma communauté on refuse de recevoir Delphine Orviller, je trouve ça lamentable. Voilà. Merci pour ce témoignage. Y a-t-il d'autres? Oui, là au fond. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Je verrai Archer ce soir. Quant à vous, madame, je vous lis et suis toujours vos interventions. Je voudrais répondre à monsieur. Il y a quand même un courant d'histoire qui travaille sur les mentalités, les invisibles, depuis très longtemps. Et que les choses sont en train de bouger quand même. Ceux qu'on appelle les invisibles, hein, ce n'est nullement péjoratif. La deuxième chose que je voudrais dire, vous évoquiez tout à l'heure Peau d'âne. Moi, il y a un conte qui me plaît beaucoup, c'est Le Petit Chaperon Rouge chez Perrault, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chasseur qui vient sauver, ça c'est chez Grimm. C'est la dernière phrase du Petit Chaperon Rouge qui est passionnante. Il se jeta, le loup donc, sur le petit chaperon rouge et la mangea. On ne peut pas dire qu'un académicien comme Perrault ait fait cette faute. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment... D'ailleurs c'est un conte très intéressant, ce qui se transmet par les femmes aussi. Parce que la mère et la grand-mère sont folles de cette petite fille. Folle, c'est-à-dire insensée. Et elle l'envoie dans la forêt alors qu'il y a un loup, et que ce loup va bien sûr manger la grand-mère et le petit chaperon rouge, qui est complètement idiote en fait, hein, puisque bon. Et ce qui est intéressant, qu'on oublie très souvent, c'est la moralité chez Perrault. Jeune fille, méfiez-vous, il est des loups bien plus cruels, etc. C'est-à-dire l'homme assimilé à un prédateur. Donc c'est un conte qui est quand même... Mise en garde. Il est assez étonnant, quoi. Et on lit ça aux petites filles. Après, on s'étonne que... Voilà. Ce n'était pas une question, mais juste une... Non, mais c'est intéressant. Littéraire. Merci. On va prendre encore d'autres questions s'il y en a, mais je ne voudrais pas que cet entretien se termine sans qu'on ait évoqué une autre figure qui apparaît dans Archer presque à la fin et qui me touche beaucoup à bien des égards. C'est la mulâtresse Solitude. Je vais peut-être laisser Mylène en dire un mot et peut-être Delphine compléter, peut-être par une référence au roman d'un grand prix Goncourt, Schwarzbart. Bon, voilà. La mulâtresse... Alors, Solitude, la mulâtresse, est la fille d'une esclave noire violée par un marin blanc sur le bateau négrier qui l'emmène en Guadeloupe. C'est très exactement ce que dit Sophie Lèbre, l'interprète qui donne ce texte dans la pièce. Et Solitude en Guadeloupe se bat contre le rétablissement en fait de l'esclavage, puisqu'il a d'abord été annulé, comment dit-on, aboli, et puis Napoléon Bonaparte rétablit ensuite l'esclavage. Et donc elle fait partie de la révolte des Marrons, et avec son compagnon, elle va enceinte se battre jusqu'au sang. En fait, ils sont un tout petit... Il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui retournent à l'esclavage, et c'est fou quand même encore pour des années, et elles décident, ils sont une petite communauté, a décidé qu'ils se battront jusqu'à la mort plutôt que de redevenir esclaves. Et ce qui est, cette figure, moi, me touchait beaucoup aussi parce que c'est une espèce d'Amazone qui en plus est enceinte et qui va être capturée au moment où tous ses compagnons seront absolument décimés. Elle va être capturée, emprisonnée, jusqu'à la naissance de son enfant, puisque évidemment, elle porte un futur esclave. Et
elle donne naissance et le lendemain de son accouchement, elle est pendue. Et donc il y a comme, voilà, pour moi c'est une figure qui vient un peu catalyser plusieurs puissances féminines possibles. La puissance, encore une fois, celle un peu historique, préhistorique de la génération, cette capacité de ce corps à porter la future génération, et aussi la puissance de la guerrière, là, véritablement, puisqu'elle prend les armes. Voilà, et puis qu'évidemment, comme figure, comme combat contre l'esclavagisme, elle nous intéresse, combattante, elle nous intéresse absolument. Oui. Juste, oui, simplement en t'écoutant parler, je pensais, vous savez, le récit central dans la tradition juive, vraiment le récit central de l'identité juive, c'est la question de la sortie de l'esclavage, de la sortie d'Égypte. Les Hébreux vont sortir d'Égypte, mais la légende raconte, et c'est précisé à plein de reprises dans la littérature rabbinique, que si les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'est grâce aux femmes de cette génération. Et la façon dont l'histoire est racontée, c'est qu'on dit que les hommes, à cette époque esclaves, n'avaient plus de désir, pas même celui de sortir d'Égypte. Et en fait, c'est vraiment presque une image de libido qui est mise en avant. Il y a plus de libido des esclaves hébreux, et on raconte que les femmes allaient dans les champs. Il y a une très belle histoire qui dit que les femmes hébreux allaient dans les champs et qu'elles se regardaient dans des miroirs, et elles montraient le visage de leurs hommes dans des miroirs, et elles leur disaient, un peu comme dans un autre conte, comme dans Blanche-Neige, elle disait « Je suis plus belle que toi, je suis plus belle que toi ». Et cette petite phrase, qui était un jeu un peu érotique avec leurs époux, a fait renaître le désir chez les Hébreux qui ont trouvé la force de sortir d'esclavage. Et je trouve intéressante cette idée que, en fait, c'est le féminin qui remet en mouvement ce désir de l'esclave pour la liberté. Et quand Mylène disait que ce personnage de la mulâtresse solitude catalyse un certain nombre des thèmes, ça va même peut-être au-delà de ce qu'elle avait dans l'esprit, puisque je rappelle qu'un très grand romancier, une sorte d'étoile filante de la littérature, c'est André Schwarzbart, qui publie un livre, un seul au début, c'est Le Dernier des Justes, et qui obtient cette année-là le prix Goncourt. Après, on n'en entend plus parler. Et en fait, on le retrouve plus tard en Guadeloupe, où il épouse une mulâtresse, je crois, Simone Schwarzbart, avec qui il écrira des livres, qui écrira de son côté des livres, et avec lui. Et André Schwarzbart écrit un deuxième, je crois qu'on peut dire chef-d'œuvre, qui est La mulâtresse solitude, qui synthétise presque tous les thèmes que nous avons abordés ici, et presque tous les thèmes qui intéressent la LICRA comme association qui lutte certes contre l'antisémitisme, c'est son ADN, comme on dit, historique, mais qui lutte contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination, et notamment les discriminations fondées sur le genre. Et c'est pour ça que je trouve que La mulâtresse solitude, de ce point de vue, est un bel exemple qui catalyse l'ensemble de ces thématiques. On a encore 3 minutes pour une dernière question, Abraham. Oui. Je suis là. En fait, ça s'adresse à toi, mon cher Abraham, mais tu viens de répondre. C'est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme caractérise la LICRA depuis plus de 95 ans, si je ne me trompe pas. En quoi le débat de cet après-midi irrigue les combats de la LICRA? Oui. Oui, j'ai un peu répondu, mais on peut, dans les 2 minutes qui restent, aller un peu plus loin. En effet, la LICRA se veut une association universaliste. C'est facile à dire, c'est presque bateau. Malheureusement, ça l'est de moins en moins, bateau, je veux dire, parce que l'universalisme est devenu un vrai défi, un vrai combat, un véritable enjeu de nos jours, où les combats se sectorisent, s'opposent, où on a des paradoxes absolus et très tristes de militants antiracistes qui sont eux-mêmes racistes, en ce sens qu'ils s'opposent les uns aux autres. Nous, on essaye à la LICRA de montrer que cette aspiration humaniste, cette aspiration universaliste, eh bien, elle peut englober, embrasser l'ensemble de ces luttes, l'ensemble de ces causes. Et c'est pourquoi, oui, bien sûr, on continue, et c'est bien nécessaire encore de nos jours. Je ne reviendrai pas sur l'épisode récent des obscénités autour de l'étoile jaune, enfin ces derniers jours. Donc la lutte contre l'antisémitisme doit continuer, mais aujourd'hui la question de la lutte antiraciste, elle est évidemment beaucoup plus large. Nos avocats bénévoles à la LICRA ont beaucoup plus d'occasions de nos jours de plaider contre le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-rom, contre les extrêmes orientaux, etc., que sur les questions d'antisémitisme. Et puis, donc, la question, on va dire, du genre, pour aller vite. Bon,
sais plus très bien comment désigner le fléau que constituent les atteintes aux minorités sexuelles en général. Encore que parler des femmes comme d'une minorité serait une absurdité, mais c'est souvent comme ça qu'on le dit, mise en minorité en tout cas. Voilà, tout ça constitue un seul et même combat, c'est le combat en effet de la LICRA, et c'est la raison à la fois de la présence de la LICRA à Avignon chaque année maintenant depuis un certain temps, et de l'organisation de ce débat à la demande d'Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon. Voilà, merci beaucoup.